Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de 22 heures. Très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité. Le plan national de développement face aux défis du terrain, une rencontre qui avait pour objectif de faire un bilan exhaustif des avancées réalisées, s'est tenue. Ce matin, c'était au Kempinski Palace. Le ministère de l'économie numérique a organisé ce matin une cérémonie marquant la création de l'association Djibouti Code Campus. Donc c'était ce matin. À l'étranger, 24 Palestiniens ont été tués et près de 90 autres blessés dans une nouvelle attaque. Ce matin, le Kempinski Palace s'est transformé en auditorium prestigieux accueillant une offre de haut niveau orchestrée sous l'égide du ministre des Finances. Des figures éminentes du monde politique, des experts de renom et des représentants de la société civile se sont réunis pour examiner la revue finale du Programme national de développement, le PND, une initiative phare qui façonne l'avenir de Djibouti. Cette rencontre avait pour objectif de faire un bilan des avancées réalisées depuis le lancement du PND Djibouti, ici 2020-2024. Ce programme ambitieux et stratégique porté par le gouvernement vise à stimuler le développement économique et social de la nation sur 5 ans. Il s'inscrit dans le cadre de la vision Djibouti 2035 qui aspire à faire de notre pays une terre de prospérité et d'inclusion pour tous. Le ministre des Finances, Ilyes Mcedoualé, a ouvert la séance avec une présentation détaillée soulignant les succès significatifs dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Toutefois, il n'a pas manqué de rappeler que ces succès ne sauraient occulter les défis persistants, notamment les inégalités socio-économiques et le chômage, qu'il est impératif d'aborder de manière proactive pour assurer la pérennité des progrès réalisés. La représentante du PNUD à Djibouti a qualifié cette réunion axée sur l'évaluation du programme national de développement de crucial. De son côté, la représentante de la Banque a salué l'engagement collectif des participants, mettant en avant l'importance de cette rencontre pour renforcer les efforts en faveur d'un développement inclusif et durable. On les écoute. Nous savons, nous sommes dans une période marquée par des incertitudes croissantes, une montée des tensions généralisées, des conflits partout dans le monde, des défis environnementaux, des défis de changement climatique et qui malheureusement sont ressentis à tous les endroits du monde, bien que nous soyons dans un pays qui conserve ce capital important qui est la paix. Il est important de regarder cette dimension régionale et de prendre en compte de façon concertée comment cela peut influencer notre planification et ajuster notre action. Il me semble, mesdames et messieurs, nécessaire et indispensable d'apprécier les progrès réalisés et d'analyser les contraintes qui ont miné l'action, que ce soit au niveau de l'opérationnalisation des politiques, contraintes au niveau de la coordination de l'action, contraintes au niveau de la mobilisation des ressources. Pour ceux qui travaillent dans le ministère sectoriel et au niveau du MEFI, nous soutenons les efforts du gouvernement dans plusieurs secteurs clés, notamment en termes analytiques, en termes d'assistance technique, en termes opérationnels, et ce dans plusieurs secteurs, que ce soit l'énergie, que ce soit le transport, que ce soit le numérique. Ceci pour l'infrastructure. Nous avons également soutenu dans le cadre de ce programme l'État dans les secteurs sociaux, donc que ce soit l'éducation, la santé, la protection sociale. Et donc nous sommes ravis d'être là pour contribuer à cette revue, car la revue de ce programme permettra au groupe de la Banque mondiale et à la République de Djibouti de mieux préparer, sur la base des leçons apprises, de mieux préparer donc de nouveaux plans de développement 2025-2029. Pour sa part, le ministre des Finances a affirmé avec conviction que la transformation d'une vision en un programme concret était le fruit d'un effort collectif. Il a souligné que cet impératif exigeait une véritable synergie, une grammaire commune entre les acteurs impliqués. Aussi, un extrait de son discours. Nous sommes en train d'évoluer dans un cycle
que vous connaissez tous. Il s'agit de ce cycle de vision, de stratégie et de plan. Voilà la triptyque pour réussir la transformation structurelle d'un pays, et en l'occurrence le nôtre aujourd'hui. Il s'agit, en d'autres termes, tout simplement, pour nous, de passer de l'élaboration d'une vision à long terme. Nous l'avons. Le chef de l'État et président de la République porte cette vision. Cette vision consiste à exprimer des vœux. C'est de cela qu'il s'agit quand nous parlons de vision. C'est l'aspiration d'un peuple, d'un pays à passer à autre chose, à réussir des objectifs qui sont donc définis. Là où maintenant le souci se trouve, ou en tout cas il faut apprécier ces virages, comment passer de ces vœux, de cette vision, comment la traduire en plan stratégique, c'est-à-dire prendre des décisions. Nous avons la vision, nous avons la stratégie, nous avons un peu moins la programmation. Nous sommes en train également d'apporter la correction par rapport à ce processus programmatique. De quoi il s'agit? Il s'agit de créer les conditions pour que ces plans soient programmés sur la base d'une budgétisation, d'une programmation, d'une budgétisation triennale. C'est passer d'un budget moyen à un budget programme. Et donc, c'est dans ce contexte que nous allons naturellement évaluer notre deuxième plan national de développement. Ce processus ou cet exercice, aujourd'hui, va se poursuivre durant les 3 prochaines semaines. Ces plans et cette vision, ce ne sont pas des outils pour aller chercher des ressources. C'est notre futur, c'est notre avenir, c'est notre devenir. Si nous ne prenons pas cela au sérieux à tout niveau, si nous ne considérons pas cette appropriation au niveau gouvernemental, au niveau de nos institutions publiques, nous resterons à faire les mêmes évaluations et les mêmes appréciations dans 10 ans, dans 20 ans. Ce n'est ni un travail du ministère de l'économie et des finances, encore moins le travail d'Elias. C'est un travail national et c'est un travail hautement stratégique, déterminant. Le ministère de l'économie numérique a organisé aujourd'hui une cérémonie marquant la création de l'association Djibouti Code Campus. Cet événement représente une avancée majeure pour l'écosystème numérique national avec l'ouverture de la première école dédiée à l'excellence dans l'apprentissage du codage. Pionnière dans son domaine, Djibouti Code Campus a pour ambition de former les nouvelles générations au métier du numérique. Alors que le monde vient de plus en plus connecté, les compétences en développement informatique et en programmation sont plus demandées que jamais. L'école permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances nécessaires pour s'imposer dans un secteur en pleine expansion. Les élèves bénéficieront de formations pointues allant des bases de la programmation au cursus avancé couvrant des domaines comme le développement web, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Cette initiative représente un atout stratégique pour le pays, contribuant à son indépendance technologique et stimulant l'innovation locale. Présente à la
cérémonie, Mme Mariam Hamadou Ali, ministre de l'économie numérique, elle a souligné l'importance de ce projet pour l'renforcement des capacités technologiques nationales. Elle a également mis en avant la nécessité de développer des talents locaux pour répondre aux défis d'un monde numérique en constante évolution. L'initiative a pu voir le jour grâce à une collaboration étroite entre le ministère et des partenaires privés tant nationaux qu'internationaux. La cérémonie s'est conclue par la signature d'une convention de partenariat, scellant ainsi l'engagement commun pour le développement technologique du pays. Ce projet particulier, il était temps qu'on le lance. On a 31 campus en Europe, 13 en Asie, et il n'y a que 3 pays en Afrique qui ont commencé. Alors que le besoin, la croissance future, c'est sur le continent africain qu'elle se passera. Donc, je suis particulièrement honorée d'être à côté de Jama, pionnier de l'informatique, qui a ouvert la voie pour tout le monde, qui a pensé les choses avant tout le monde et qui continue de les réussir, comme quoi c'est pas qu'une question de génération. Et c'est un petit peu ça, le campus, c'est un petit peu à l'image de cette salle aujourd'hui. Il faudra ouvrir les portes de cette école à tous les talents, quels qu'ils soient, qu'on sorte un peu de nos modèles intellectuels, de nos habitudes, de notre parcours de diplôme. Le président de la Chambre de commerce, Youssouf Msadouali, a exprimé sa fierté de participer à cette initiative innovante. Il a également affirmé l'engagement de la Chambre de commerce et du secteur privé afin de permettre aux jeunes formés dans cette école de trouver des opportunités ou d'entrepreneuriat. Nous l'écoutons. Privilège de prendre la parole pour cet événement mémorable qui marque la création d'un partenariat entre l'association Djibouti Code Campus et la célèbre école 42. Ce partenariat dépasse la simple coopération car il incarne notre engagement collectif à établir Djibouti comme un centre de compétences numériques à l'échelle régionale. Je suis heureux d'annoncer que la Chambre de commerce de Djibouti est l'un des membres fondateurs de cette association, justement grâce à cette collaboration avec le ministère. Je témoigne de la volonté et en tant que moteur du développement économique de notre pays, mettre l'accent particulier sur la formation, le renforcement des compétences et des jeunes. Avec les réformes que nous sommes en train d'entreprendre, les projets ambitieux du gouvernement, Djibouti s'impose déjà comme un acteur de premier plan dans les secteurs de la logistique, du tourisme, du commerce, et j'en passe. Toutefois, pour assurer une croissance durable et à renforcer cette position, il est crucial d'investir dans nos ressources humaines et de doter nos jeunes des compétences nécessaires pour affronter les défis du futur. Prenons la parole à son tour. La ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, a souligné l'importance stratégique de ce projet pour l'avenir de Djibouti et elle a mis en avant le rôle essentiel que jouera le Djibouti Code Campus dans l'autonomisation, de la jeunesse djiboutienne. Voici un extrait de son discours. Marquant la création de l'association Djibouti Code Campus, une initiative qui portera la naissance d'une école de coding d'envergure mondiale, ici même à Djibouti. Le développement d'une nation repose avant tout sur son capital humain, sous la direction éclairée de son Excellence le Président de la République. Et conformément à notre feuille de route Smart Nation, notre priorité est de renforcer ces capitales, notamment dans le domaine numérique qui est un véritable levier de croissance et de transformation. L'avenir de Djibouti dépend de l'investissement dans les compétences de notre jeunesse. C'est par eux que la prospérité et la modernisation de notre pays se réaliseront. Depuis 2 ans, mon département œuvre avec une vision claire et ambitieuse pour déployer une stratégie de renforcement des compétences numériques à travers l'ensemble de la population. Notre objectif est de donner à chaque citoyen les moyens de s'inscrire pleinement dans la transformation numérique en cours.
Nous avons initié des programmes de formation pour les agents de l'État, les entrepreneurs et les citoyens afin de les préparer aux défis numériques de demain. Nous sommes également engagés dans la mise en place d'un référentiel national des compétences numériques, un outil clé pour anticiper les besoins du marché de l'emploi. La création de cette école de coding, véritable pionnière, répond à une demande pressante de formation de haut niveau tant du secteur public que du secteur privé. Avec son approche révolutionnaire, cette école formera des experts dans les domaines stratégiques tels que le codage, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Une nouvelle antenne médicale de la Caisse nationale de sécurité sociale a été inaugurée aujourd'hui dans la zone franche de Djibouti, sur la route de Venise. Ce centre a pour vocation de faciliter l'accès aux soins de santé pour les employés et les employeurs des entreprises opérant dans cette zone. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et du directeur général par intérim de la CNSS, Abdelkader Dini. La participation d'un grand nombre de représentants d'entreprises et d'acteurs locaux a souligné l'importance de cette initiative. La coupure du ruban, moment clé de l'inauguration, a été réalisée par le ministre Omar Abdi Saïd, accompagné du directeur général par intérim de la CNSS et de M. Ahmed Saad Suldan, directeur général adjoint de l'administration, ainsi que des représentants des différents établissements et sociétés de la zone franche. Ce geste symbolique a marqué l'ouverture officielle de l'agence, annonçant la mise à disposition de nouveaux services de santé pour les employés de la zone franche. Après l'inauguration, le ministre a visité les installations, toujours accompagné des hauts responsables de la CNSS. Les équipes de la Caisse nationale de la sécurité sociale ont présenté les différentes sections du centre, mettant en avant l'importance des soins de proximité et la réactivité de leurs équipes. Ce centre vise à simplifier l'accès aux soins de santé pour les salariés de la zone franche en offrant les services de la CNSS directement sur place. Il permet aux employés de bénéficier de soins de qualité. L'ouverture de cette unité médicale constitue un pas important vers une meilleure protection sociale et un accès équitable aux soins pour tous, démontre également l'engagement de la CNSS à promouvoir un environnement de travail sain. Et M. Ahmed Saad, directeur technique de la CNSS, nous a expliqué ce matin les défis techniques auxquels fait face l'institution. Aujourd'hui a pour objet d'inaugurer un centre de la CNSS délocalisé qui est dédié aux établissements de zone franche, sociétés et établissements de zone franche. Cette unité décentralisée de la CNSS comprend plusieurs services et prendra en charge tous les services de la CNSS destinés aux employeurs et aux salariés de différents employeurs de la zone franche. Et dans cet extrait, le directeur général par intérim de la CNSS, Abdelkader Dini, nous a partagé la vision stratégique pour moderniser la caisse et garantir une meilleure protection sociale à l'ensemble des citoyens. La cérémonie qui se déroule ici, c'est la décentralisation des services de la CNSS. Nous créons toujours des services de proximité. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui à la zone franche. Dans le reste de l'actualité, l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti a organisé un atelier de renforcement des capacités du régulateur en matière de protection des consommateurs et de résolution des litiges. Cet atelier, dispensé par le cabinet Marmar Pige, s'est tenu du 13 au 14 octobre au Sheraton Hotel. L'objectif principal de cet atelier était de renforcer les compétences des participants dans la gestion des litiges et la protection des intérêts des consommateurs. La RMD est chargée de réguler les activités dans les secteurs des télécommunications et des énergies renouvelables et non renouvelables sur le territoire national. Cet atelier visait à soutenir le régulateur dans les questions relatives à la protection des consommateurs, à offrir une formation sur la résolution
alternative des litiges et à sensibiliser les magistrats aux enjeux des communications électroniques. Dans ce cadre, la RMD s'engage à mettre en place les structures et procédures nécessaires pour protéger efficacement les consommateurs dans les secteurs réguliers. Des outils de réclamation et de plainte seront également mis à disposition, facilitant ainsi l'accès des consommateurs aux services régulés. Et à l'issue de l'atelier, un groupe de 10 magistrats sera formé pour acquérir les compétences nécessaires à la résolution des litiges entre opérateurs et consommateurs dans les secteurs des télécommunications et de l'énergie. Eh bien, c'est la base du travail d'un régulateur. Le régulateur doit s'assurer que les opérateurs respectent à la fois la législation, la réglementation en vigueur, mais aussi les cahiers des charges, des licences, des autorisations qui ont été accordées. C'est vraiment l'essence même de la fonction du régulateur que de contrôler les activités des opérateurs. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont essentielles là-dedans. Les opérateurs doivent faire remonter des informations au régulateur. Le régulateur doit être en capacité, lorsqu'il estime que les informations transmises ne sont pas suffisamment bonnes, ne sont pas suffisamment poussées, il doit être en capacité de mener des enquêtes. Et pourquoi ? Et j'en passe au deuxième pouvoir, parce que si l'opérateur ne respecte pas ses obligations, il doit pouvoir être sanctionné. Mais ça n'est jamais une sanction automatique, une sanction qui intervient au premier coup. C'est une sanction qui intervient après une mise en demeure, puisqu'il y a le respect d'un certain nombre de principes judiciaires tels que les droits de la défense. Et donc, il y a une mise en demeure de respecter la législation et la réglementation. On y reviendra au cours de cette formation. Écoutons maintenant un extrait du discours prononcé par le directeur général de la RMD, M. Abdi Elmi Ashkel. Des formations qui constituent la dernière étape d'une série d'activités réalisées dans le cadre de l'assistance technique avec le cabinet Marpige pour renforcer la capacité de notre autorité de régulation des télécommunications. Permettez-moi de commencer par exprimer ma satisfaction au cabinet Marpige qui nous accompagne tout au long de ce processus. Son expertise a été essentielle pour améliorer nos compétences économiques, techniques et juridiques, contribuant ainsi à l'opérationnalisation et au renforcement de l'autorité de régulation. Cet atelier est particulièrement important car il réunit le juriste de l'autorité de régulation, ceux des opérateurs du secteur régulé, ainsi que les magistrats qui sont discrets aujourd'hui, qui sont assis derrière là-bas, qui ont un rôle à jouer en défendant l'intérêt général et l'intérêt des consommateurs. Il s'agit d'un effort commun pour traiter des questions centrales qui affectent directement notre secteur et nos citoyens. Il s'agit de la protection des consommateurs et la résolution des conflits et litiges. Comme vous le savez, dans un secteur aussi dynamique et crucial que celui de télécommunications, les enjeux liés à la protection des droits des consommateurs deviennent de plus en plus complexes. La technologie évolue rapidement et avec elle, les défis à relever en matière de régulation. Et en tant que régulateur, nous avons la responsabilité d'assurer que les droits des consommateurs soient protégés en veillant à ce que le cadre réglementaire permette une saine concurrence entre les opérateurs. Et elle a eu également la diaspora djiboutienne mondiale est arrivée aujourd'hui dans la ville de Tadjoura, précisément à Sable-Blanc. Elle a été accueillie par le préfet de la ville, Mohamed Hamad Abbas, et le président du conseil régional. Une rencontre a été organisée donc en présence du président de l'ONG, Hassan Hussein Roble, accompagné d'une délégation composée d'entrepreneurs de la diaspora djiboutienne et d'investisseurs venus explorer les opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme, de l'immobilier et de la santé. Après la visite de Sable-Blanc, la délégation a inauguré un second bureau au complexe de
Lubatanle, chez le fondateur de l'ONG Lubac. Ce choix a été motivé par la volonté de reconnecter les membres de la diaspora djiboutienne avec leur environnement naturel. Faisons donc de cette région le berceau des projets d'investissement dans l'immobilier, l'agriculture et le tourisme. Lors de cette occasion, le préfet de Tadjoura a salué le rôle essentiel joué par les différents acteurs dans la promotion des activités économiques, soulignant que ce secteur est un levier majeur pour le développement régional. Il a particulièrement insisté sur l'importance du tourisme comme moteur de développement socio-économique, notamment à travers la création d'emplois pour les jeunes. Le préfet a encouragé la jeunesse à s'engager activement dans cette dynamique. Global Djibouti Diaspora, de mettre Tadjoura du coup sur la carte du monde et de représenter vraiment le berceau de notre diaspora mondiale. Et donc nous avons choisi cette magnifique ville Tadjoura et notamment Lubatande, puisqu'elle fait référence à un historique culturel énorme. L'objectif que nous avons de développement de notre cher pays et mère patrie pour pouvoir construire un développement qui se veut être durable. Et voici le mot du préfet de la ville de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas. Aujourd'hui, le diaspora de Djibouti, représenté par le diaspora Djibouti Global, ils ont pu faire le choix sur Tadjoura parce que suite à un propriétaire de l'hôtel Raisali qui les a ramenés sur Tadjoura pour qu'ils puissent visiter le sable blanc et Raisali. C'est dans le cadre d'inciter les diasporas djiboutiens pour investir dans la région. Ils ont compris qu'il y a plusieurs défis à relever dans la région et nous en avons fait part de notre souci, de notre besoin essentiel, promouvoir le développement de la région. Et dans ce cadre, le tourisme étant aussi une des thèmes les plus sollicités, nous comptons à ce que ces diasporas puissent investir dans ce domaine, qu'ils puissent arriver sur ce site. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres thèmes en termes sociaux aussi, que nous avons soulevés et ils étaient très intéressés et nous en sommes fiers à ce qu'ils puissent répondre à nos attentes dans le meilleur délai. Et nous restons toujours à Tadjoura où la ville a récemment bénéficié des pluies abondantes offrant un répit tant attendu à ses habitants avec des précipitations atteignant jusqu'à 32 mm à Balho. C'est une lueur d'espoir pour une région où l'agriculture et l'approvisionnement en eau dépendent largement des aléas climatiques. Ces averses qui se sont intensifiées ces derniers jours également arrosé les localités voisines, offrant une bénédiction face à la chaleur persistante qui caractérise cette zone. Et pareillement à Lissabié, la ville et ses environs a été arrosée d'une pluie abondante hier, notamment dans les secteurs du Grand et Petit Bara, où l'eau s'est accumulée jusqu'à atteindre 30 à 40 cm de profondeur. Eh bien, une bénédiction pour les populations rurales. Donc, bien que la pluie ait été présente toute la semaine, celle d'hier s'est distinguée par son intensité torrentielle accompagnée de tonnerres retentissants selon les habitants. La végétation, autrefois déclinante, reprend vie, redessinant le paysage des montagnes de Omar Jaga jusqu'aux plaines du Petit Bara. La transformation est palpable. À Escotil, par exemple, dans le secteur du Grand Bara, l'accueil de ces précipitations est marqué par une vive satisfaction. Eh bien, pour les habitants, la pluie est perçue comme un renouveau bienvenu. Autour de 9 heures dans le secteur Gdid. En ce moment de profonde tristesse, nous adressons nos
plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime. Nos pensées les accompagnent dans cette épreuve difficile. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude aux forces de sécurité, les militaires de la BIAZ, la police et la gendarmerie, pour leur engagement sans faille tout au long des opérations de recherche. Leur mobilisation rapide ont été exemplaires dans la gestion de cette situation tragique. Les autorités poursuivent leur vigilance et prendront les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population. Et nous restons au sud du pays, à Arta, cette fois où une cérémonie s'est déroulée hier à Hibale, dans la ville d'Arta, sous le haut patronage de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Étaient présents à cet événement les principales autorités de la région, notamment le préfet, le président du conseil régional, les parlements, le directeur général de l'enseignement, le chef du service régional de l'éducation, le vice-président de l'association Synergie Rurale, ainsi que le secrétaire général de cette même association. Notons également la présence du conseiller du président de la République, M. Diri Hashim, du directeur général des impôts, du directeur général du CHU, ainsi que le directeur général de l'Agence de la culture. La population locale a exprimé sa profonde gratitude envers l'ambassadeur, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, pour leurs efforts en faveur des enfants de la région. Le ministère de l'Éducation nationale s'emploie activement à promouvoir les écoles rurales dans l'objectif d'améliorer la qualité du système éducatif. Après les interventions des officiels, la cérémonie s'est achevée avec une visite des salles de classe. Suivant donc un extrait du discours prononcé par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, il a souligné l'excellence du partenariat entre le Japon et la République de Djibouti, lequel s'étend sur plusieurs secteurs clés du développement. Plaisir pour moi de participer parmi vous à la cérémonie d'inauguration de cette nouvelle école primaire à Hibale, dans la région d'Arta, en tant que représentant du gouvernement et du peuple du Japon. À ce jour, le Japon a su contribuer à la construction, à la réhabilitation des écoles, à l'amélioration de la qualité et l'accessibilité à l'éducation à travers des projets portés par les associations locales et grâce au programme Xanone pour le financement des micro-projets locaux. C'est à cet égard et au vu du besoin existant que l'association Synergie Rurale a sollicité un financement pour la construction d'une école primaire constituée de 3 salles de classe, un bureau, un stockage et 2 toilettes à Hibale. Une fois de plus, je me réjouis de voir que grâce à la contribution japonaise avec un montant d'environ 16 millions de francs djiboutiens, 100 enfants écoliers de localités de Hibale, de Badaïta, de Moussa Toulé et de Jimale et d'Afka Ali Omar et de Kassé puissent d'ores et déjà avoir accès à l'éducation fondamentale dans un meilleur environnement d'apprentissage. Je souhaiterais terminer mon discours en félicitant et en remerciant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional d'Arta et l'association pour leur coopération, et je tiens à solliciter leur soutien continu et la participation active des parents d'élèves au maintien et à l'entretien de cette école qui est désormais un joyeux symbole de la coopération entre le Japon et la région d'Arta. Et suivant à présent les interventions respectivement du préfet de la ville d'Arta, suivies de celles du président du conseil régional lors de cet événement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon,
Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la circonscription d'Arta, notamment à Ilbalé. Je vous souhaite d'abord la bienvenue. Ensuite, la relation d'amitié Djibouti-Nippon, que je qualifierais hautement importante et précieuse, parce qu'elle jouit d'une belle réputation. En termes de la coopération au développement, le pays du soleil levant est une des plus solides et apporte des résultats fructueux dans tous les contrées de la République de Djibouti. Sur le plan bilatéral, l'aide au développement à travers la JICA, vu la réalisation de plusieurs projets communautaires qui sont un grand succès. Mes remerciements avec vos prédécesseurs, Monsieur l'ambassadeur, mes remerciements pour la construction de cette école par l'aide de l'État nippon qui sera aujourd'hui équipé en matériaux solaires. Bienvenue à ce jour d'inauguration de l'école de Ilbalé, édifiée et construite avec le financement de son Excellence l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, car le Japon demeure parmi les premiers partenaires de la République de Djibouti dans tous les secteurs, dans tous les ministères clés de la République de Djibouti. Éducation, entre autres. On vous a remercié de cet apport très important. Et nous pensons que l'aide du Japon dans le domaine de l'éducation va se poursuivre les prochaines décennies. Sans plus tarder, je remercie encore ici tous les directeurs des écoles, les élèves, tous qui sont organisés cette journée de près et tous qui sont financés à cette cérémonie. Le conseil régional d'Arta, dont je précise, va apporter tout le nécessaire à l'école de Ilbalé. Je vous le dis en titre, 24 Palestiniens ont trouvé la mort et environ 90 autres blessés dans la nuit d'hier à la suite d'un bombardement israélien qui a visé un rassemblement de citoyens à Gaza et un quartier dans la ville de Jabalia au nord de la bande de Gaza qui vit des attaques terrestres et des actes de génocide pour le 7e jour consécutif. Le génocide israélien en cours à Gaza a fait depuis une année plus de 146 000 victimes palestiniennes entre morts et blessés et plus de 10 000 disparus. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.